Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, on va parler d'un film un petit peu méconnu, mais néanmoins, avec un sujet néanmoins culte, qui est 8 millions de façons de mourir de Al Ashby. Superbe titre. Un film des années 80. Superbe titre, ouais, c'est vrai, superbe titre. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas, comme vous l'avez reconnu. Ça va Arnaud ? Bonjour tout le monde. Voilà, et en direct de Nice, hein, enfin en duplex de Nice, je sais pas comment on dit, Voilà, dans comme les milieux d'hab. autorisés. En tout cas, comme d'hab, Voilà. pour l'instant, parce que grâce au Tipeee, à la rentrée, tout ça devrait se normaliser. Je devrais régulièrement enregistrer depuis Paris. Si Covid le veut. Voilà. On parle de ce film, alors c'est un film, c'est vrai que je vais peut-être faire une petite distinction, parce qu'on en parlait un petit peu en antenne. L'une des raisons quand on a lancé le Stéroïdes en vidéo, c'était de parler des films en fait qui nous plaisent vraiment parce que ça prend du temps à faire, parce que mine de rien il faut écrire le texte, il faut enregistrer la voix avec Baptiste, il y a les monteurs qui bossent beaucoup en fait pour avoir un vrai montage au cordeau. Donc du coup en général on choisit des films qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on veut vraiment défendre. Stéroïdes the podcast c'est un petit peu moins le cas parce qu'en fait on fait ça un peu plus rapidement, c'est un peu plus facile à produire et notamment comme vous l'avez pu le voir avec Lucie et d'autres films, hein, en l'occurrence Lucie de Luc Besson, en fait on parle pas forcément de films qui nous font forcément triper. Je le précise parce que 8 millions de façons de mourir, même si c'est un film qui a maintenant plus d'une trentaine d'années, c'est un film un petit peu particulier déjà dans la carrière de Al Ashby, parce qu'Al Ashby c'est surtout un réalisateur connu pour avoir plus ou moins initié, en tout cas il a fait partie du mouvement du Nouvel Hollywood, avec pas mal de films qui ne sont pas vraiment des polars, hein, contrairement à 8 millions de façons de mourir, qui est un polar, un film noir adapté de Laurence Bloch, de l'écrivain Laurence Bloch. Et voilà, et du coup en fait je vais te laisser peut-être nous expliquer les prémices du projet, Arnaud, et puis on va en discuter quoi. Ouais, non, pas de souci. Moi, c'est vrai que ça reste toujours intéressant hein, de parler de films qui sont assez représentatifs de leur époque, quand bien même ils sont ratés. Oui, c'est un film intéressant de toute manière, plein d'aspects. Hein. On va parler de cinéma, tu vois, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Après, c'est vrai que c'est un film qui a eu une gestation pour le moins difficile. Mais c'est un film, je pense, qui est quand même resté, hein, puisqu'il y a un Blu-ray français là qui est sorti l'an dernier, hein, donc le film, tout à fait, ouais. Pour ceux que ça intéresse, effectivement, il y a un Blu-ray qui est sorti chez BQHL, je crois, édition, en 2019. Alors, je n'ai pas du tout vu cette copie. Moi, j'ai revu le film pour les besoins de ce podcast. Je l'ai revu sur ma copie américaine. J'ai un Blu-ray américain avec quelques bonus. Donc je sais pas, j'imagine que c'est plus ou moins la même copie, donc c'est relativement propre, mais effectivement c'est ressorti chez nous. Voilà. Ouais. Et donc oui, je disais, c'est un film qui est encore visible, qui a bénéficié d'un petit culte following. Hein. Par exemple, c'est un film qui a été projeté il y a quelques années de ça, là, je crois que c'était en 2013 ou 2014, au Festival Lumière à Lyon, qui projette beaucoup de films comme ça, souvent dans des versions restaurées. Voilà, c'est un film qui est, je pense, qui doit ça beaucoup au nombre, à la liste de noms qui s'accumule à son générique. Bon, c'est un film réalisé par Al Ashby, comme tu l'as dit, hein, qui était une des légendes du Nouvel Hollywood. Au scénario, on trouve Oliver Stone, on trouve Robert Towne, qui n'est pas crédité, mais qui a fait du script doctoring dessus, hein, et Robert Towne, c'est le grand scénariste aussi du Nouvel Hollywood, c'est le scénariste notamment du Chinatown de Polanski. Voilà, on a aussi un grand chef-op, hein, à la photo, Stephen Ashburnham, qui a beaucoup travaillé avec Brian De Palma notamment. On a la musique, alors lui il était pas encore au fait de sa carrière, mais James Newton Howard, et moi je trouve que c'est clairement un des gros points faibles du film, parce qu'elle est pas possible, la musique, on dirait, moi ça m'a fait
Ouais. Ouais, vas-y. Non, ça t'a fait penser à quoi? Ouais, ça m'a fait penser à les musiques que pondait Harold Faltermeyer à une époque là pour des films comme Fletch. Tu vois, C'est peut-être pas à ce point-là non plus quand même. C'est un peu tu plus. verras, c'est chaud quand même. Non, j'ai revu le film cette semaine. Mais c'est vrai que après, je pense que ça participe aussi du fait que le film est quand même assez daté. Hein. Il faut le préciser, que ce soit en termes visuels ou en termes effectivement de musicaux, quoi. Ouais, et puis bon, donc oui, t'as un casting quand même avec des gens comme Jeff Bridges, Rosanna Arquette, Andy Garcia, qui étaient des acteurs qui allaient dans la décennie suivante, enfin même à partir de ces années-là, devenir peu à peu des seconds rôles, voire des premiers rôles importants du cinéma américain. Donc voilà, c'est un film qui peut être, grâce à tout ça, réexploité régulièrement en vidéo. Ça reste quand même un film de genre, situé dans le Los Angeles de cette époque-là et qui est assez en ça symbolique du polar américain de cette époque-là, quoi, jusque dans son côté daté, comme tu le disais. Donc voilà. La gestation du film, ouais, on disait, ça a été une gestation compliquée. Mais alors peut-être on peut pitcher le film rapidement. Je t'en prie, Arnaud. Dans un premier temps, donc je vais pas faire long parce que c'est un néo-film noir, donc ne fais pas long. Voilà, il faut s'attendre à une intrigue tortueuse, mais en gros c'est l'histoire d'un agent des stupes, Matt Scudder, qui est joué par Jeff Bridges, et qui a un trauma dans son boulot parce qu'il tue un dealer devant sa famille. Il quitte le boulot, il quitte ce boulot de flic. Bon, Matt Scudder, c'est un nom que tous les amateurs de polar connaissent bien, mais on y reviendra par la suite. Et il quitte son boulot, il devient détective, et à partir de là, il rencontre une prostituée qui va l'introduire dans le milieu des narcotrafiquants. Il va avoir une histoire d'amour. Enfin, il fréquente plusieurs prostituées et il a une histoire d'amour avec l'une d'entre elles qui est jouée par Rosanna Arquette. Et le chef des trafiquants est joué par Andy Garcia. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça donne l'occasion de montrer ce personnage de détective un peu brisé, alcoolique, enfin dans la grande tradition des détectives novels et du film noir à l'américaine. Hein. Donc je disais oui, Matt Scudder, un nom bien connu des amateurs polars, parce que c'est un personnage qui a été créé dans une série de romans par Lawrence Block, hein, qui est un écrivain new-yorkais, qui est sans doute une des voix les plus talentueuses du roman noir américain moderne. Les cinéphiles connaissent peut-être son personnage de Matt Scudder parce qu'il a été réadapté plus récemment avec succès par le réalisateur scénariste Scott Frank avec Balade entre les tombes, où là il était campé par Liam Neeson. Ça c'est un film, c'est bien plus récent, ça date de 2014. Il n'y a pas de liaison avec 8 millions de façons de mourir. Moi personnellement je trouve que c'est, si ce n'est le héros principal, mais je veux dire en termes de production, en termes de liaison entre les deux films, en fait, à part le fait que c'est ça vient du même romancier. Mais moi personnellement je trouve que c'est un bien meilleur film, Balade entre les tombes de Scott Frank, que 8 millions de façons de mourir. Mais bon, après ça c'est un film qui, dans l'absolu, t'en avais fait un article, en fait, une critique à l'époque de sa sortie sur le site, hein, sur capturenet.net. Et puis, en fait, c'est un film qui est beaucoup plus facile à trouver dans l'absolu. Donc, si vous voulez vraiment jeter un œil, le problème de ce film, je fais vraiment une petite aparté dessus, c'est qu'en fait, il a été balancé au milieu entre deux Tekken et deux films de Liam Neeson où il tabasse. Et c'est une des raisons pour lesquelles probablement le film a réussi à se monter, hein, c'est-à-dire d'avoir Liam Neeson dans le rôle là, mais il a été vendu un peu comme ça. Et c'est pas du tout ça, le film, c'est vraiment, la bande-annonce, un film noir. C'était ça, ouais. Voilà, donc si vous voulez vraiment, si vous craignez en fait de voir un Taken Exploitation, comme je dirais, vous pouvez vraiment jeter un œil sur Balade entre les tombes, ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment un très bon film, quoi. Ouais, et puis fait par, je pense aussi, Scott Frank, un vrai amateur de polar, hein, qui a déjà adapté des grands auteurs comme Elmore Leonard, avec Hors d'atteinte, tout ça. Donc voilà, on voit que c'est un connaisseur. À l'HB, je ne sais pas s'il avait une véritable passion pour le genre à la base, mais voilà. Bon, tout ça pour parler de Lawrence Block. Donc il
y a peut-être aussi les cinéphiles nostalgiques des années 80 connaissent peut-être La Pivoleuse avec Whoopi Goldberg. Hein. C'était aussi adapté d'un de ses romans, mais d'une autre série, là, pas de la série Matt Scudder, mais de la série de Bernie Rodenbach, qui était un libraire cambrioleur. C'est assez savoureux comme série. Et par contre, là, ils avaient féminisé le personnage, puisque le libraire cambrioleur est devenu une femme interprétée par Whoopi Goldberg. Bref. Voilà, c'était pour Laurence Bloch, quoi. Donc, alors, le roman de Bloch est adapté dans un premier temps par Oliver Stone, qui l'écrit. Alors, ça date de quelques années avant la mise en branle de la production du film, mais il écrit ça vers 1983, je crois. Il écrit ça au cours d'un long et solitaire hiver dans sa maison de East Hampton, là, près de Long Island. Et c'est comme souvent à Hollywood, le script tourne et on finit par arriver quelques années après où Oliver Stone, quand le film rentre en production, ne peut pas réécrire le script parce qu'il est en train de tourner Salvador à cette époque-là, son film de guerre avec James Woods. Et donc du coup les producteurs de 8 millions de façons de mourir font réécrire dans un premier temps le script par Erlance Hill, alors qui est un scénariste peut-être un peu plus connu par les auditeurs de Stéroïdes. Il a Roadhouse à son actif. Justice sauvage, Justice Stéphane. Sauvage. Justice sauvage. Justice sauvage. Voilà. Ouais. Et puis l'enfer de la violence aussi avec Charles Bronson, voilà. Bon. Et alors il signait. C'est dans celui où Charles Bronson il fait de la rillette de couilles avec un grand dadais en lui explosant les burnes à main nue, quoi. Voilà, exactement, une des grandes scènes. Qui est à peu près la seule scène absolument autre du film, tu vois, dans un film quand même assez tristoun et morne, hein, dans mon souvenir. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, c'était une scène qui a marqué le petit garçon que tu étais alors. Voilà. Oh bah genre en fait tu te mouches là, tu vois, avec une scène comme ça. C'est quand même Bronson qui explose les burnes d'un mec à main nue, quoi. Ouais, bah oui, mais non, mais c'est vrai, j'adorais ça, mais bon, j'ai une réputation à tenir maintenant. T'as grandi, quoi. Ouais, d'homme mur et ranger des voitures, tu vois, quoi, Stéphane. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, bref, le prochain revenons à l'HB, parce que c'est déjà ta voie vers le prochain Dépléchin, tu vois. Voilà, donc revenons à l'HB qui lui ne filmait pas Bronson en train d'extraser des couilles à main nue, quoi. Voilà. Donc bref, oui. Donc Erlance Hill, qui était crédité la plupart du temps avec un pseudo, un David Lee Henry. Mais alors, je crois aussi qu'il y a eu une cinquantaine de pages de script écrits par Al Ashby d'abord, mais qui ont été totalement rejetés par le producteur. Après le script de Oliver Stone, hein, évidemment. Le producteur donc a engagé Erlance Hill ou David Lee Henry pour réécrire le script. Et puis, comme ils étaient toujours pas contents du script, ils ont donc engagé Robert Towne, grand scénariste, je l'ai dit tout à l'heure, du Nouvel Hollywood, qui est venu essuyer les plâtres là-dessus, en essayant de rendre un peu tout ça un peu plus cohérent et un peu plus agréable à suivre. Mais bon, ça s'est pas très bien passé non plus, parce que apparemment Al Ashby, alors ça c'est l'un des producteurs du film qui a rapporté ça, Stephen Ross, qui a rapporté que Al Ashby et Robert Towne ont eu une très violente altercation, quoi. Où c'est vraiment monté dans les tours apparemment. Je crois que Ross il disait qu'il avait jamais vu une engueulade pareille, quoi. Donc engueulade à l'issue de laquelle Robert Towne avait fini son travail de toute manière, mais s'est retiré, n'a plus voulu, je crois qu'il n'a plus jamais revu Al Ashby, quoi. Ils se sont définitivement fâchés là-dessus. Et donc le film est rentré en tournage. Bon. Et avec. Il faut peut-être préciser que c'est dans ses méthodes habituelles à HB. C'est une des raisons pour lesquelles il est apprécié par les acteurs, d'ailleurs, qui voulaient impérativement tourner. Je veux dire, moi, c'est ce que je disais, je sais pas ce que vaut la copie du Blu-ray qui est sortie chez nous, mais moi j'ai le Blu-ray américain, et sur le Blu-ray américain, il y a des bonus en fait, notamment une interview d'Andy Garcia, de Rosanna Arquette, d'Alexandra Paul qui joue une des prostituées aussi. Et en fait, tout ce qu'ils disent eux, c'est que en gros ils souhaitaient tourner avec Al Ashby parce que c'est un
directeur d'acteurs, hein, voilà, à leurs yeux, quoi. Et en fait, il y a beaucoup d'improvisation sur tous ces films, hein, tous les films qu'il a réalisés, finalement, à l'HB dans les années 70. Ce qui déjà jure un petit peu avec le principe du film noir, parce que le film noir, c'est quand même un récit qu'il faut arriver plus ou moins à défiler, quoi, en fait, pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Et Dieu sait que ça peut être tortueux. Mais apparemment, oui, le principe, c'est qu'ils les faisaient tous improviser à même le plateau. Donc, en fait, le script ne servait plus à grand-chose. Et je pense que c'est un des premiers problèmes sur lesquels les producteurs, en fait, ne se sont pas retrouvés, en fait. Tous les gens impliqués. Hein. Je sais qu'Oliver Stone, après le tournage de Salvador, il est venu faire un tour sur le plateau de 8 millions de façons de mourir. Et apparemment, à partir de là, il a dit bon, bah, ok, ça n'a rien à voir avec le script que j'ai écrit, quoi. Et je pense qu'il a vu ça aussi sur la base de ce dont tu es en train de parler, des improvisations qu'il y avait avec les acteurs. Alors après, les acteurs, je sais que tu as cette déclaration d'Alexandra Paul qui était... Alors Alexandra Paul, je ne sais pas si les auditeurs voient qui c'est, ça a été une petite starlette de l'époque, elle a eu un second souffle dans sa carrière grâce à la série Alerte à Malibu, Baywatch. Mais fondamentalement, elle a tourné quelques films là, à cette époque-là. Et là, elle était très jeune. Je crois qu'elle avait 22 ou 23 ans à peine quand elle tournait 8 millions de façons de mourir. Et elle a dit plus tard, elle a dit. Bon, elle a surtout fait quand même parce que tu cites Alerte à Malibu, mais bon. Non, je parlais de son second souffle dans sa carrière avec les oui, mais bon, il faut peut-être préciser qu'elle a quand même tourné dans Christine de Carpenter, par exemple. Ouais, aussi, bien sûr. Un peu plus classe que Alerte à Malibu, quand même. Merde. Et tu fais bien de le citer, Stéphane, tout à fait. Merci. Mais donc oui, alors Alexandra Paul, elle parlait quelques années après, elle parlait du film, et puis comme tout le monde, tous les gens impliqués dans ce film ont tous à peu près conscience, je pense, que le film était raté par rapport à ses ambitions. Elle a dit, voilà, c'est la démonstration même de ce qui peut se passer des fois à Hollywood. Vous avez un générique, vous avez Al Ashby, vous avez Oliver Stone, vous avez Robert Town, vous avez Jeff Bridges, tout ça, et puis ça prouve qu'en fait, tant que vous n'avez pas un bon scénario, et ça décolle pas, quoi. Voilà. Bon, ce qui est pas forcément... ce qui se vérifie pas forcément tout le temps. Hein. Des grands réalisateurs ont pu tirer de grands films non, mais de mauvais scénarios. C'est marrant qu'elle dise ça, sachant que en fait, je sais pas ce que valait le scénar d'Oliver Stone, mais on a vu d'autres films écrits par Oliver Stone et ça tient un peu plus la route que ce qu'on voit au final là. Le problème d'Al Ashby, en fait, justement, c'est que en fait, c'est sa méthode. Je pense qu'il a saboté plus ou moins le film, et je pense que à partir du moment où lui-même n'était plus en contrôle du montage. Parce que il faut le préciser, c'est un monteur à la base, hein, Al Ashby, quoi, avant d'être réalisateur. On va y venir, Steph, mais juste, je termine la petite parenthèse sur juste pour dire que oui, ce que tu dis sur Al Ashby, mais je pense aussi, de fait, sur les nombreuses réécritures de ce script qui n'ont jamais satisfait personne, tu vois, quoi. C'est ça le problème aussi, quoi. Les réécritures en soi, oui. Ouais, parce mais qu'Oliver Stone, après, il dit même qu'il se retrouvait pas du tout dans le produit fini, tu vois, quoi. Donc, mais après, en fait, l'idée de dire qu'il n'y a pas un bon scénario, peut-être qu'il y en avait un à la base. Je sais pas. Et qu'en fait, c'est les réécritures qui font que ça donne ce que ça donne. Et moi, je pense que c'est un peu ce que je disais, c'est un peu une des problématiques de l'HB. Il y a une scène, et ça, d'ailleurs, Rosanna Arquette en parle dans l'interview en question, là, dont je parlais tout à l'heure, qui est sur le bonus du Blu-ray américain. C'est qu'en fait, elle dit, voilà, la scène finale, une espèce de confrontation de tout le monde autour, en fait, d'un truc de drogue que Jeff Bridges menace de brûler. En fait, on voit littéralement, en fait, le fait qu'il y ait de l'improvisation, puisque les personnages répètent 15 fois les mêmes termes, en fait. Elle est ouf, cette scène. Et elle fonctionne pas, en fait. À mes yeux, elle fonctionne pas du tout. C'est totalement hystérique, c'est ridicule, c'est incohérent. Enfin, et alors, cette scène, elle a été... Et elle met ça sur le dos des producteurs qui ont viré à l'HB et qui n'étaient pas en contrôle du montage de cette scène, et que du coup la scène ne fonctionne pas à cause de ça. Maintenant, la scène elle existe, le récit avance, et voilà, c'est ça qui est... Enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça, on va dire, beaucoup de moments de flottement étranges dans le film, en fait. Ce qui fait qu'il a un rythme assez jazz, quoi, assez bizarre. En fait. Il faut dire que cette scène aussi, c'était une scène qui a été emballée en catastrophe pour pallier à une énorme scène d'action sur un tarmac d'aéroport, qui devait être le climax du film, quoi, un truc à la Joel Silver, là, apparemment qui devait coûter un max de pognon, je sais plus la somme, et qu'ils ont viré au dernier moment
pour le remplacer par cette scène. Donc, cette scène effectivement assez déroutante. Et alors, t'évoques le renvoi de Al Ashby. C'est vrai qu'apparemment, je sais plus si c'était Al Ashby qui racontait ça, mais que t'avais un camion du studio qui avait débarqué avec plein de mecs à la fin du tournage. Ils sont arrivés sur le plateau et ils ont viré Al Ashby, quoi. Tu vois. Donc ça s'est terminé comme ça. Et Al Ashby n'a pas eu le montage du film, parce qu'on peut comprendre que ça soit douloureux pour quelqu'un dont tout à fait, bien c'est sûr, le métier à la base. Mais alors, c'est vrai que c'est quelque chose. On voit là aussi qu'il était sur la fin à l'HB, c'est que là on est en 86 avec 8 millions de façons de mourir, et son précédent film qui avait été tourné l'année d'avant, en 85, Match à deux, c'était une sorte de comédie love story avec une star de baseball. C'est encore pire, enfin c'est vraiment raté comme film, quoi. Et c'était un scénario du grand dramaturge Neil Simon. Et Neil Simon l'avait violemment reproché, ça aussi, à Al Ashby, d'avoir écrémé par exemple, je crois qu'il y avait une ouverture qui durait 15 ou 20 minutes sans une ligne de dialogue. Donc Neil Simon, il était célèbre pour ses lignes de dialogue, justement, et l'autre avait tout viré, Ashby. Donc là aussi, ça a été un objet de conflit, et là aussi, on a fini par lui enlever le montage, quoi. C'est dire si sa fin de carrière a été, après même si c'était quelqu'un qui montait toujours ses films un peu dans la douleur, sa fin de carrière a été vraiment problématique, quoi. Et je pense que le cancer qu'il a emporté, peut-être pas, tous ses ennuis sont peut-être pas étrangers à ça, quoi. Mais le cancer qu'il a emmené prématurément, parce qu'il avait quand même 59 ans et il était pas bien vieux. Mais donc voilà, ouais, Al Ashby, c'est un personnage. On va faire rapide, mais dire quand même que c'est quelqu'un, donc on l'a dit, qui a accompagné, qui a fait partie du nouvel Hollywood, avec des films comme Harold et Maude, la dernière corvée, Shampoo avec Warren Beatty, qui était un de ses amis les plus proches aussi, Le Retour avec John Voight, qui est un film sur l'après-guerre du Vietnam, Bienvenue Mister Chance, qui est, je crois, le dernier rôle de Peter Sellers, tout ça. Donc c'est des films qui, à cette époque-là, dans les années 70, ont beaucoup compté, si ce n'est au box-office, en tout cas au sein de l'industrie, et qui ont... Ah, Shampoo, ça avait été un carton, hein. Ah ouais, Shampoo, il vient de sortir d'ailleurs, je crois, en Blu-ray en France, il me semble. Mais c'est vrai que ça avait été un très gros carton à l'époque, hein. Warren Beatty était au top de son star power à l'époque, quoi. Il enchaînait les succès, tout ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a connu le succès à cette époque-là, en tout cas la renommée, mais qui a toujours été une personnalité un peu borderline, hein. C'est quelqu'un qui vient d'une famille de Mormons, qui a eu son père qui s'est suicidé quand il était enfant, tout ça, et qui du coup après, donc on l'a dit, il a évolué au sein de l'industrie comme monteur d'abord, avec des grands réalisateurs comme Franklin Schaffner, Norman Jewison, qui lui a valu l'Oscar du montage d'ailleurs dans La Chaleur de la nuit. Et il a fait son trou, mais c'était une personne. Il a eu beaucoup de problèmes de drogue. Il a énormément consommé de drogue, et en fait il finissait par avoir cette réputation-là dans le milieu, quoi. À tel point que, en fait, quand il a essayé de revenir comme ça dans la deuxième partie des années 80, il essayait de le claironner un peu partout, qu'il avait réglé son compte à la drogue, que c'était fini, que c'était un nouvel homme, tu vois, voilà. Mais voilà. Et à l'âge après, moi, je pense que c'est pas ça qui lui a coûté, c'est-à-dire la problématique. Enfin, on le voit avec d'autres réalisateurs plus célébrés, on va dire, hein, du nouvel Hollywood, comme Cimino ou ce genre de personnalité. En fait, je pense que le système hollywoodien a complètement changé dans les années 80, et en fait, les méthodes d'Al Ashby sont vraiment, indépendamment de la drogue, indépendamment de tous ces problèmes-là, en fait, elles avaient plus, en fait, droit de cité, en fait, dans les productions hollywoodiennes des années 80. Donc je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles il a été mis de côté. Un mec comme Robert Altman, hein, qui a grandement profité du nouvel Hollywood aussi, c'est quelqu'un qui a disparu dans les années 80. Il a fait quelques films, mais considérés comme mineurs, pour revenir dans les années 90 aussi. Al Ashby n'a pas eu de cette chance, puisqu'il est mort à la fin des années 80, il est mort en 88. Mais, et d'ailleurs, oui, tu le pointais du doigt, mais c'est vrai que Rosanna Arquette le dit aussi dans une des interviews, je crois Andy Garcia aussi. En fait, eux, ils sont persuadés que la mort d'Al Ashby, elle est aussi due elle a été précipitée par la production de 8 millions de façons de mourir, quoi. Bah ouais. Et la façon dont ça s'est passé, quoi. Qu'il a pris très à cœur
enfin tout ce qui s'est passé avec les producteurs qui l'ont déshérité du film, quoi. Ouais. Oui, et sans compter que voilà, c'était quand même, on l'a dit, un film assez prestigieux, hein, qui bénéficiait d'un bon petit budget pour ce que c'était, avec des noms connus quand même au générique. Je pense que HB, il avait vu là un petit peu son ticket retour, quoi, tu vois, quoi, au sein du système hollywoodien, et qu'on lui a dénié ça, quoi, tu vois. Donc oui, c'est fort possible. Après, on va peut-être un peu parler du film en soi. Ouais. Voilà, préciser que c'est donc effectivement un film noir, assez marqué par son époque, hein, on l'a dit un petit peu, mais c'est bien de revenir dessus, parce que je pense que c'est un film qui... Il y a des films en fait qui reviennent. On a fait un énorme podcast sur Michael Mann, qui lui-même faisait des films qui sont très inscrits dans les années 80, hein, comme Manhunter par exemple à cette époque-là. Il y a, comment dire, il y a aussi, comment il s'appelle, William Friedkin, hein, qui a fait Police fédérale Los Angeles, mais c'est des films en fait qui ont des allures de manifeste. Et là, c'est pas trop le cas, je trouve, en fait. Je sais pas ce que t'en penses vis-à-vis de 8 millions de façons de mourir. Je pense que c'est un film qui vieillit, en fait, qui a vieilli, quoi, vraiment. C'est-à-dire, je sais pas comment il a été. Moi, je l'ai pas vu à l'époque, hein. Je l'ai découvert en vidéo quelques années plus tard, quoi. Mais, ou sur Canal, je sais plus. Mais, sur Canal+. Mais ça m'avait pas choqué à l'époque. Mais là, c'est flagrant, en fait, de se dire que le film a vraiment pris cher, quoi. Ouais, et puis, de toute façon, même après, alors, encore une fois, c'était à l'HB, ça n'a jamais été les cadrages millimétrés d'un Michael Mann, par exemple, hein, tu vois. Mais tu vois que dans le film, il y a quelques envolées. Je sais que le plan du début, par exemple, ce plan aérien de Los Angeles qui va dans la circulation, le générique est long, hein, il y a les noms qui défilent, et qui va jusqu'à dans la circulation chercher une voiture. Il est un petit peu frustrant en fait, parce qu'après il est coupé à la fin avant qu'on ait fait le raccord véritable sur la voiture, quoi, et sur les gens qui sont à bord. Mais à plusieurs moments dans le film, on voit qu'il y a des... c'est tout con, mais à un moment, tu as une réception chez le dealer de drogue, là, où il y a deux personnages, il y a un mouvement de caméra qui finit par centrer deux personnages à l'intérieur d'une arche, tu vois, et le mouvement est coupé avant même que les personnages arrivent dans le centre, enfin, soient positionnés dans le centre de l'arche, tu vois. Donc, il y a... Alors, encore une fois, c'est ni De Palma ni Michael Mann, hein, à l'HB, mais on voit qu'il y a eu sans doute des interférences qui ont fait que le film finalement était assez a un côté un peu brouillon et un peu bordélique, quoi. Ouais, il y a ça, et puis voilà. Après, bon, ce qui reste intéressant, je pense, dans le film en soi, c'est les performances d'Andy Garcia, Rosanna Arquette ou Jeff Bridges, hein, Andy Garcia, il en fait un quand peu même, des caisses quand même. Hein. Bon, oui, il en fait des caisses. Il est moins impressionnant effectivement que dans Les Incorruptibles, par exemple, qui a été tourné l'année d'après. Hein, où moi, je pense que c'est plus ou moins le film où tout le monde l'a vraiment découvert, quoi. Mais et où il était impérial, hein, dedans. Hein. Pourtant, il tenait quand même la dragée haute à Sean Connery, Kevin Costner, donc voilà, c'était pas rien, quoi. Mais bon, le truc, c'est que c'est marrant de le voir dans un rôle un peu comme ça, quoi, tu vois. Et après, il y a ce truc aussi de Rosanna Arquette qui avait quand même cette aura à l'époque de véritable starlet, en fait, à réalisateur, quoi. C'est-à-dire que là, sa carrière aujourd'hui, elle est un peu voilà. Elle est un peu sous les radars maintenant, sur la touche depuis un moment, hein, et puis dans les années 90 elle a un peu bourriné aussi, quoi. Elle a pas fait des trucs formidables, quoi, mais à cette époque-là elle tournée quand même avec Scorsese, donc bon là à l'HB, Luc Besson ça valait ce que ça valait, mais c'était quand même un grand réalisateur de cette époque-là, on va dire, c'est-à-dire c'était quelqu'un grand nom, tu vois. Je disais Luc Besson, hein. Voilà, mais c'est vrai, enfin Le Grand Bleu c'était un très gros succès à l'époque, hein, donc elle avait vraiment une carrière devant elle, quoi. Elle a cette belle scène dans 8 millions de façons de mourir. Enfin, cette belle scène, je sais pas si elle est belle, la scène en elle-même, quoi, mais qui est assez prenante et qu'on aurait imaginé sans doute plus magnifiée par un De Palma. Mais cette scène avec le petit funiculaire qui descend là, et où Jeff Bridges est en train de vouloir, il veut lui parler, elle ne veut pas lui parler.
Et en gros, il y a Andy Garcia, le trafiquant de drogue, qui est un peu le chaperon de la prostituée jouée par Rosanna Arquette, qui vient s'inquiéter du truc parce qu'il les voit descendre par le funiculaire, mais en fait, ils sont en train de se battre, quoi. Et pas qu'un peu, hein. Je veux dire, Jeff Bridges, il attrape par les cheveux et tout. Enfin, elle est assez violente, la scène. Et en fait, Jeff Bridges lui fait comprendre au bout d'un moment qu'elle doit lui parler. Il lui dit certaines infos pour qu'elle lui parle, et du coup elle se calme et elle se tourne vers Andy Garcia et elle lui dit c'est bon, quoi, puisque lui s'inquiète. Et cette scène renvoie après à la scène finale de confrontation entre Jeff Bridges et Andy Garcia, qui va être dans le même décor. Et effectivement, tu te dis, avec Anne de Palma, ça aurait donné une scène, un grand climax d'action émotionnelle formidable, tu vois. Bon, ben, c'est pas forcément le cas là, avec Al Ashby. Non, mais en plus, le problème d'Al Ashby, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas une vraie connivence pour le genre, en fait, on va dire. C'est-à-dire que le film noir, c'est quand même un film de genre, enfin, c'est du genre pur et dur, quoi. Donc, je pense que tous ces éléments-là, c'est très bizarre. L'arrestation au début, elle est très, très bizarrement faite, en fait, elle est très bizarrement filmée, les excès de violence sont complètement déconnectés, c'est-à-dire que le premier meurtre qui ouvre le film, il est assez sous-vendu, et inversement, la fusillade justement dans la scène dont tu parles là, hein, elle est hyper crade, et tu sais pas trop pourquoi, enfin c'est très bizarre, quoi. Il y a vraiment une déconnexion entre les deux, mais c'est un film de toute façon qui est beaucoup, enfin qui souffle vraiment le chaud et le froid, hein, ça c'est une évidence. Ouais, puis on peut quand même aussi mentionner, parce que moi je trouve que c'est lui qui s'en sort haut la main, l'interprétation de Matt Scudder par Jeff Bridges, c'est lui vraiment qui donne le ton un petit peu du film, avec ce personnage au bord du gouffre, quoi, tu vois, et même enfin en plein dedans dans certaines scènes, hein, au début, quoi, notamment quand il se réveille à l'hôpital, et puis par la suite, quoi, voilà, il est arrivé à camper ce personnage de détective avec ses problèmes d'alcool, ses problèmes de rédemption, tout ça, de manière, bon après c'est Jeff Bridges, hein, de toute façon c'est un excellent acteur, mais je trouve qu'à l'échelle du film entier, c'est le seul qui est à peu près cohérent tout du long, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il pointe la volonté d'Al Ashby. C'est-à-dire que lui, il est vraiment dans le ton de ce que Al Ashby voulait faire, je pense. C'est-à-dire un film noir réaliste. Ouais. Et quand je dis réaliste, y compris dans un mec comme Humphrey Bogart. Non pas que Jeff Bridges n'a pas de charisme, au contraire. Hein, c'est quelqu'un de très charismatique, mais c'est quelqu'un en fait qui a un côté Monsieur Tout le Monde qui le rend extrêmement attachant. Ce que par exemple n'était pas le cas d'un Humphrey Bogart ou des Robert Mitchum, tous ces acteurs hyper charismatiques en fait qui ont utilisé leur aura en fait dans ce genre de personnage là, quoi. Et en fait le truc c'est que je pense qu'il le jouait de façon assez suffisamment détachée pour que le spectateur puisse s'attacher à lui et rentrer dans l'histoire à travers lui. Et malheureusement le problème c'est que l'histoire en soi est vraiment nébuleuse et pas difficile à suivre, mais difficile à s'attacher, on va dire. Et je pense que voilà, mais à mon avis c'est une des réussites du film en fait, et on la doit aussi à Al Ashby en plus de Jeff Bridges, quoi. Bon après ça se discute sur Robert Mitchum, ce que tu disais, ça dépend des films après, quoi. Mais bon, ce que tu disais sur Bridges, oui je pense que c'est là, parce que je pense que c'est peut-être une des personnes qui a été le plus proche d'Al Ashby sur le film, et en tout cas ils étaient très proches, au point que même Jeff Bridges a été la première personne à prendre la parole le jour des funérailles de Al Ashby, hein. Donc oui, quand tu dis que c'est sans doute la voix qui défend le mieux la vision de Al Ashby, celle de Jeff Bridges, oui, clairement. Ouais. Et je pense que c'est une des raisons de revoir le film, en tout cas. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un film qui est, donc déjà au-delà du sabotage de la production, hein, pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus... on va dire entre guillemets bankable, ce qui n'a pas du tout marché d'ailleurs, parce qu'on a précisé que c'était un gros budget pour l'époque, hein, je crois 18 millions de dollars, mais en fait ça a été un bide monstrueux aux États-Unis, hein, et c'est un film d'ailleurs qui est encore très mal vu, hein, c'est pas un film qui bénéficie, c'est-à-dire il a un petit following culte, mais il a un suivi culte, mais il a pas c'est pas la critique en fait qui le remet sur le devant de la scène, le film, ça c'est sûr, quoi. Ouais, je te dis, après, l'Institut Lumière l'avait projeté, tu vois, tout ça. Bon, mais je pense que c'est dû au nom qui est... Non, je parle aux États-Unis, vraiment. Hein. Je parle aux États-Unis. Al Ashby en France, oui, je veux dire, c'est pas quelqu'un de totalement oublié. Les critiques, on va dire, qui défendaient Al Ashby dans les années 70 comme
comme encore une fois ceux qui ont écrit les livres comme le Nouvel Hollywood, oui, là, eux, en fait, ils peuvent éventuellement défendre le film, mais le film en soi n'est pas défendu outre mesure. De toute façon, Steph, enfin, je sais pas, je crois que c'est un peu ce qu'on disait au début, mais moi, je trouve toujours intéressant de reparler de films comme ça, quand bien même ils sont ratés. Parce que tout simplement on parle de cinéma, d'histoire du cinéma, c'est toujours intéressant de voir les noms qu'on a tous cités là, quand ils ont été impliqués dans ce projet, qu'est-ce qu'a représenté ce film dans leur carrière, tu vois. C'est quand même intéressant d'en parler parce qu'on parle pas de n'importe qui et quand t'es cinéphile c'est toujours intéressant, moi je pense. Voilà quoi. Oui, tout à fait. Après voilà, c'est un film, comme on le disait, c'est un film que vous pouvez retrouver en Blu-ray, ce qui est quand même pas désagréable, chez BQHL Édition. C'est une curiosité, malgré tout. Je pense que ça reste quelque chose d'intéressant à revoir. Peut-être que vous allez trouver ça un peu plus réussi que nous, pour notre part, quoi. Bon, Arnaud, je te dis merci. C'est moi qui te remercie, puis merci aux auditeurs, merci aux tipeurs, merci à tout le monde, merci maman, merci papa, tout ça, quoi. Merci la vie. Voilà. Voilà, donc moi je dis juste merci aux auditeurs. Vous pouvez nous retrouver donc sur la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Story, le podcast, si tout va bien. Mais aussi sur nos réseaux habituels, c'est-à-dire Facebook, j'allais dire Facebook, SoundCloud, parce que je suis en train de mélanger tout, mais donc Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Et aussi, en fait, vous pouvez nous écouter sur les fournisseurs de podcasts habituels, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify. Et voilà, et puis bon, je vous dis la semaine prochaine, le film, ça sera une surprise. À bientôt. À bientôt.